ovations everywhere that she goes. Polly, who loves most everyone that she knows. Polly, I know the crème de crème, and they all agree. unanimously, she's the one you want to top of Phoebe. Whose name can open anyone's door. Polly, Who else can offer this and much more? Polly, No matter what they say, I'll always stay this way. Polly's the only one that's me. when all is said and done, who else is so much fun? Polly's the only one that's me. That's me. That's me. Moi, j'appelle pas ça du boulot. Non, franchement, c'est à mourir d'ennui. Au deuxième acte, il manquait plus que le curé pour administrer l'extrême onction. Oh, voyons, Tony, on a fait un triomphe, enfin, reconnais-le, 5 rappels, enfin, tu te rends compte? C'est quelque chose, ça, non? Cette bande de nazes applaudirait de la même façon si on leur jouait Babar au Far West. Seulement, tu sais ce qu'elle va dire de nous, la critique new-yorkaise, hein? Elle dira qu'on a joué le spectacle le plus gnangnan de Broadway. Déjà même plus à la mode dans les années 30. Ça vous est peut-être égal à vous, mais à moi, non. Je tiens à ma réputation. Mel... Le final merdique du premier acte, c'est toujours un fiasco total. La musique est ringarde, les paroles sont à pleurer, le concept est préhistorique. Je te l'ai déjà dit des centaines de fois, au moins je veux une chanson en béton. Alors au lieu de dire « Ok Tony, tu l'auras, écris-moi cette putain de chanson !» Je la veux pour demain matin, 10h. Sinon j'appelle Sondheim ou quelqu'un d'autre. N'importe qui. Nous sommes bien d'accord? Ok, Tony, tu l'auras. Et pour une fois, essaie de nous écrire autre chose que ta soupe habituelle. Est-ce que par hasard quelqu'un pourrait me dire pourquoi 6, je les ai comptés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 des prostituées qui font leur entrée en scène en retard dans le numéro de la descente de police. Kate, ta chorégraphie, c'est n'importe quoi. C'est trop dur de demander à tes greluches d'entrer en scène au signal convenu et pas n'importe quand. Tony, tu sais combien de temps elles ont pour changer de costume? C'est pas leur Cause de faute. l'interphone. Je te demande pardon. L'interphone est tombé en panne et il a fallu que je cours dans les loges pour les prévenir. Et qui est responsable du matériel et de son entretien, notamment de l'interphone? Ah, j'étais en train de m'occuper des lumières. Non, et- écoute, Johnny, je t'ai posé une question. Très bien. Ok, c'est ma responsabilité. C'est toi aussi, normalement, qui devais t'assurer qu'à la répétition de jeudi, on aurait un pianiste. Tu te souviens de ça? Oui. T'es vraiment un bon à rien. Là, tu vas trop loin. Si tu fais pas un peu mieux ton boulot, je te promets que je te trouverai une place de laveur de chiottes dans un cabaret de 3e zone. T'as pas le droit de me parler comme ça. Je vais me gêner. De toute façon, t'es trop crétin pour te défendre. Ah ouais? Tony, mais arrête, nom de Dieu! Non, ça suffit, maintenant. Arrête! Bon Dieu! Arrêtez, oui! Ok, t'es viré, Whitcomb. Tony! Tu ne travailleras plus jamais dans aucun show à Broadway. T'entends? Plus jamais. Oh, ça va, Tony, calme-toi. Johnny est le meilleur régisseur qu'on puisse trouver, tu le sais. Il s'est un peu énervé, c'est tout. Alors maintenant, vous vous calmez et on reparle de tout ça tranquillement, ok? C'est moi qui dirige le show, et si ça vous plaît pas, eh bien trouvez un autre metteur en scène. Sincèrement, je suis désolé, je te jure. C'est rien. Espèce d'ordure. Toi, tu mériterais qu'on te fasse la peau. Qui ça, toi? Ouais, pourquoi pas.
Bon, James. Le tableau principal. C'est nul, c'est mou, on dirait un chien écrasé sur une route. D'abord, c'est pas drôle. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien du tout. On sent trop que t'as fait de la télé. Et que t'as pas donné dans ce qu'il y a de mieux. Tu vas me réécrire tout ça. Je veux qu'on le répète demain matin pour le spectacle de demain soir. Et pendant que tu y es, refais la première scène entre Tom et Amanda parce que... Polly Adler, c'est une vraie femme, c'est pas une pâle copie de Mae West. Je croyais que la scène fonctionnait tout à fait parfaitement. Tu te gourres comme d'habitude. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui a aussi peu de cœur et qui est aussi arrogant. Hey, et les enfants, vous entendez ça? Notre star sur le déclin nous fait enfin une scène d'émotion jouée à peu près correctement. Tu n'es qu'un petit con, Tony. Je te retournerai bien le compliment, mais je n'aime pas perdre mon temps bêtement. Allez, ça suffit. Mais surtout, préparez-vous à avoir plus de changements de costume. Et Mel, James, nous sommes bien d'accord. Demain matin à la première heure. Ouais. Qu'est-ce que tu veux encore? Il est 2h30 du matin, nom de Dieu. Que je vienne au théâtre maintenant, mais enfin, tu débloques ou quoi? Comment? T'as appelé les flics? Non, c'est vrai, t'as raison. Tant qu'elle n'a rien, il vaut mieux ne rien dire. Bon, j'arrive. Poupée, il faut que je retourne au théâtre. Amanda vient d'essayer de se tuer. Sur scène. Tout à fait dans le style de cette vieille peau, ce genre de truc. Je risque de m'absenter un petit bout de temps, alors tire-toi. C'était vachement bien, cocotte. Il faudra qu'on remette ça. Eh bien, on n'est pas encore couché à cette heure-ci. On a mal au genou, et c'est à lui qu'il faut dire ça. On l'a pris à quelle heure, son médicament, ce soir? À 10 heures. Oui, ça va. Mais quoi qu'il en soit, on va prendre une autre petite pilule maintenant. Il faut aussi que vous sachiez que si jamais on vous vole cette montre, nous, on n'est pas responsables. Cette montre, eh bien, on me l'a offerte pour Noël, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on est assez grand pour être responsable de ses propres affaires. Non, merci. Oui, je vois. Mais même la chirurgie arthroscopique, ça affaiblit l'organisme. C'est notre seconde nuit ici. Alors si on veut que le docteur nous laisse sortir dès demain, à mon avis, on ferait mieux d'être frais et dispo, d'avoir le teint rose pour qu'il voit qu'on est en bonne santé. On n'a pas envie d'avoir le teint rose et d'être frais et dispo, comme vous dites si bien. Mais par contre, on voudrait bien sortir de là le plus vite possible, non? Plutôt 2 fois qu'une. Bon, maintenant, on va se mettre au lit. Non, vous d'abord. Allez, au lit immédiatement. Ce serait-il qu'on ne serait pas assez grand pour faire ça tout seul? Désolé, mon gars, mais je ne peux rien faire pour toi. Alors, merde, y a quelqu'un? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce jeu de crétin? J'ai affaire à qui? Un débile mental ou plutôt un...
Bien dormi? Bon, Oh, à ce que je vois, on est d'excellente humeur ce matin. fais-moi plaisir, veux-tu? Arrête de dire on en parlant de moi. Le docteur est venu pour te dire que tu pouvais sortir ce matin? Pas encore. J'ose espérer qu'il va te faire sortir aujourd'hui, sinon j'ai bien peur qu'on soit... Johnny Whitcomb, le régisseur de la comédie musicale Polly, a été arrêté ce matin pour le meurtre du metteur en scène Tony Franken. Whitcomb aurait publiquement menacé Franken quelques heures avant le meurtre qui a été commis au Royal Theatre à 2h30 ce matin. Les habitants d'un immeuble voisin du théâtre ont entendu les coups de feu mais n'ont rien dit à la police. Reportage dans le journal de 13h. Qu'est-ce qui se passe, Perry? Tu le connaissais, ce Franken? Non, mais je sais que ce type est innocent. Et comment le sais-tu? Je le sais parce que je l'ai vu, ce fameux Whitcomb. À l'heure du crime, il était là, dehors, sous ma fenêtre. Est-ce que tu en es sûr? J'ai même jeté un coup d'œil à ma montre pendant qu'il était en bas. De toute façon, le théâtre où Franklin a été assassiné se trouve au moins 2 ou 3 kilomètres. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Aucune idée. Il sera sûrement déféré ce matin. Eh bien, dès que le médecin t'aura autorisé à sortir, tu iras au tribunal pour disculper ce garçon. Mais malheureusement pas aussi simple. Dis-leur exactement ce que tu viens de me dire. Si jamais je fais ça, je deviendrai la risée de tous les procureurs. Ça m'étonnerait. Va me chercher mes vêtements, s'il te plaît. Je vais en ville avec toi. C'est ça. Comme ça, tu verras comment on peut facilement se ridiculiser devant tout le barreau de la ville. Donc, monsieur Mason, vous prétendez avoir vu l'accusé sur un banc du parc à 2h27 du matin, c'est bien ça? Oui, j'ai regardé ma montre. Mais vous étiez dans votre chambre à l'hôpital. Vous pourriez me dire à quelle distance? Environ 20 mètres. Oh, il faisait quand même sombre, c'était le milieu de la nuit. Et malgré tout, vous êtes sûr que c'est lui que vous avez vu à la lumière du réverbère? Oui, sans le moindre doute. Vous vous rappelez la façon dont il était vêtu? Il était habillé exactement de la même façon qu'aujourd'hui. Il portait en plus un imperméable et un chapeau. Il me semble que vous étiez à l'hôpital pour subir une intervention du genou. Oui, une arthroscopie. Monsieur Mason, est-ce qu'on vous a administré un quelconque sédatif ou un calmant pour la douleur avant de vous endormir? Oui. Ce qui laisse à supposer que vous avez absorbé 40 mg d'oxylodène, c'est bien ça? Et c'est-à-dire que j'ai d'abord absorbé 20 mg à 10 Répondez-moi heures. seulement par oui ou par non. Avez-vous absorbé une dose de 40 mg d'oxylodène? Oui. Monsieur Mason, reconnaissez-vous avoir affirmé que par une nuit sans lune, de la fenêtre de la chambre que vous occupiez à l'hôpital, et après avoir absorbé une dose de calmant suffisante pour mettre n'importe qui dans un état proche du coma, vous seriez capable de reconnaître l'accusé, un homme dont vous n'aviez jamais vu le visage auparavant, et de certifier que c'est celui que vous avez vu dans le parc en pleine nuit? Oui, c'est effectivement l'homme que j'ai vu. Ce sera tout, merci. La défense n'a rien à ajouter. Je vous remercie. Selon le témoignage que nous venons d'entendre, l'accusé devra donc comparaître devant le tribunal supérieur le 15 mars à 8h30 du matin. Le montant de la caution s'élèvera à la somme de 250 000 $. Donc, après avoir quitté le théâtre, je me suis acheté une bouteille de whisky et j'ai erré dans les rues. J'ai dû marcher à peu près 2 heures. Sans doute pour réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie. Vous vous rappelez où vous êtes allé? Pas vraiment. Je ne m'étais jamais promené dans cette ville. Mais je me rappelle être allé dans ce parc. Et avoir bu ma bouteille. Heureusement que j'y suis allé, sinon vous ne m'auriez pas vu. J'ai bien peur que ça ne nous soit pas très utile. Quoi qu'il en soit, après ça, je suis rentré à l'hôtel. Il était à peu près 3 heures. Je me suis acheté une autre bouteille et je me suis pris une énorme cuite. Je ne me rappelle de rien jusqu'à ce que la police frappe à la porte vers 7h30 ce matin. Et trouve l'arme dans votre chambre.
Monsieur Mason, je vous jure que je ne l'avais jamais vu. C'est un drame vraiment affreux. Et je sais à quel point vous êtes tous bouleversés. Néanmoins, je tiens toujours à ce que la première à New York ait lieu le 30 du mois prochain. Ce matin, j'ai téléphoné à Garvin Austin. Il arrive directement de New York aujourd'hui pour remplacer Tony. Presque tout le monde ici le connaît et partage la confiance que j'ai en lui. Il verra le show ce soir et on fera une répétition demain matin à 10h pour lui. Un show de toute première qualité. Même si Tony nous manque tous, le spectacle tel qu'il l'aurait voulu doit et va continuer. Maintenant, Mel et James vont vous montrer les nouvelles partitions, ok? Monsieur Mason, je suis Amanda Cody. Je sais, je suis un de vos admirateurs de longue date. Je dois avouer que moi aussi. Merci. Voici mon associé Della Street. Madame Street. Bonjour. Rappelez-nous Della et Perry, je vous en prie. Perry, je tiens beaucoup à ce que vous preniez la défense de Johnny. J'ai téléphoné à mon avocat sur la côte, mais il ne s'occupe pas d'affaires criminelles. Après tout, vous vous trouvez justement en ville en ce moment et vous savez, Johnny est une personne extrêmement honnête, incapable d'un tel geste. C'est aussi mon avis. Et justement, je le défends déjà. Ah, c'est vraiment merveilleux. Enfin, je veux dire, Johnny en sera sûrement très heureux. Monsieur Mason, je m'appelle Blaine Counter. Je suis le producteur du spectacle. Que puis-je faire pour vous? Je suis l'avocat de Johnny Whitcomb, mon associé Della Street. Bonjour. C'est moi qui me porte caution pour Johnny. Ah, Bon, je vous retrouve tout à l'heure. mais je l'espère bien. Tu m'excuseras, mais je dois passer quelques coups de fil. Essaie aussi de joindre Ken Malensky, il faut que je le voie. Bon, d'accord. Monsieur Counter, est-ce que vous avez une idée sur ce que Franken pouvait fabriquer au théâtre à 2h30 du matin? Non, aucune. Mais j'ai renvoyé le gardien qui aurait normalement dû être en service toute la nuit. Son prénom et Parker, ce crétin, a quitté son poste à minuit pour aller voir sa petite amie. Où est-ce que vous l'aviez trouvé? Dans un bureau de placement, je ne connais même pas son nom de famille. Est-ce que vous connaissez l'adresse de ce bureau? Oui, bien sûr. J'ai cru vous entendre dire que le spectacle devait continuer. Oui, je l'ai dit, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que la tradition du spectacle le veut ainsi, c'est parce que c'est mon propre argent que j'ai investi dedans. J'avais une extraordinaire confiance en Polly, et je l'ai toujours. Même sans Tony Franken. Nous avons toujours Amanda Cody, ça, c'est une garantie. Effectivement, c'est vrai. Elle est merveilleuse, même hier soir. Hier soir? Comment ça, hier soir? Eh bien, j'ai cru deviner qu'hier, elle était relativement bouleversée par un coup de fil de la côte, mais sur scène, elle a été éblouissante. Voyez-vous, j'ai observé les gens de la troupe. Et j'ai cru remarquer que la mort de Tony Franken n'a pas l'air de leur faire beaucoup de peine. Tony était un metteur en scène vraiment remarquable, mais un être humain méprisable. Pourquoi l'avez-vous engagé? Eh bien, parce que c'est le meilleur metteur en scène que j'ai pu trouver et que j'avais un investissement très important à protéger, comme Amanda, entre autres. Monsieur Carter, où étiez-vous à l'heure où on a commis le meurtre? J'étais dans ma chambre d'hôtel. Pourquoi? Excusez-moi. Tiens, voilà la liste. J'ai essayé de joindre Ken, mais je suis tombé sur son répondeur. Monsieur Carter, est-ce que vous me permettez de m'adresser à votre compagnie un petit moment? Bien sûr. Bon, les enfants, écoutez-moi une seconde. Je vous présente Monsieur Perry Mason. C'est l'avocat de Johnny et il aimerait vous parler. Merci. Je voudrais tout d'abord vous dire que j'ai de bonnes raisons pour croire que Johnny Whitcomb n'a pas tué Tony Franken la nuit dernière. Mais le prouver ne sera, à mon avis, pas chose facile. J'ai entendu dire que la société qui dirige ce théâtre a donné une sorte de réception en votre honneur hier soir. Réception à laquelle une partie d'entre vous n'a pas daigné assister. Monsieur Malsinger et sa femme, Leslie, Monsieur James Walton, Monsieur Blaine Counter, Mademoiselle Kate Ferrar et Amanda Cody, tous les autres sont, semble-t-il, restés à la réception jusqu'à la fin. C'est-à-dire 3h du matin. Et c'est de là que... Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que tous ceux qui sont allés à cette réception peuvent prouver qu'ils y sont restés jusqu'au bout. Cela leur fournit un parfait alibi. Ceux qui n'étaient pas à la réception sont suspects dans l'affaire du meurtre de Tony Franken. Ils seront suspects jusqu'à ce qu'on ait découvert lequel d'entre vous l'a tué.
Besson, Ed Brock de la criminelle. Vous êtes devenu lieutenant, je crois. Eh oui. Content de vous revoir. J'apprécie le fait que vous soyez venu. Vous aussi, d'ailleurs. Je m'appelle Ray, monsieur. Très bien, Ray. C'était la chambre de Franken. On a déjà enlevé tous les indices. Vous avez pris des photos? Ray, montre-lui. D'après ces photos, on dirait que M. Franken a eu de la visite le soir du meurtre. Des empreintes? L'attente, on a été obligé de les renvoyer à Washington. La question, c'est pourquoi Franken est retourné au théâtre à 2h30 du matin. À mon avis, Whitcomb a dû l'appeler en lui racontant un bobard. Je peux voir l'endroit où vous avez trouvé l'arme? Chambre 511, la chambre de Whitcomb. Le revolver a été trouvé là, dans le réfrigérateur. Il était caché derrière ces bouteilles. Et le corps, qu'est-ce qu'il l'a trouvé? Les gens chargés du nettoyage au théâtre, vers 7 heures du matin. Qu'est-ce qui vous a parlé du fait que Whitcomb ait menacé Franken? Le producteur du show, Blanc Canter, on l'a appelé pour lui demander de venir identifier le corps. Il nous a tout raconté. Attirer Franken jusqu'au théâtre, ça devait être plutôt compliqué, puisque Franken avait sa chambre juste là, et que celle de Johnny était là, à côté. Mais un coup de feu aurait risqué de réveiller l'hôtel tout entier. Et étant donné que Franken avait la chambre voisine, Johnny a probablement entendu qu'il n'était pas seul. Et ce fameux visiteur sera un témoin très précieux. N'est-ce pas, lieutenant? Monsieur Mason, une mademoiselle Street a téléphoné. Elle vous a laissé un message pour vous dire où joindre un certain Malaski, quelque chose comme ça. Malensky, merci, Ray. Vous me tiendrez au courant au sujet des empreintes sur le verre. Entendu, monsieur Besson. Merci pour votre aide. Donc, Madame Pitts, vous avez entendu le témoignage de Madame Gilman, comme quoi le 3 mars vers 21h30, votre fils, Walter, l'a menacé d'une arme et lui a volé 173 $ exactement, tout en la forçant à retirer et à lui remettre sa petite culotte. Madame Pitts, est-ce que vous pourriez me dire où était votre fils Walter la nuit du 3 mars de cette année? Nous avons passé toute la soirée chez moi à regarder la télévision. Toute la soirée? Pourriez-vous être plus précise? Eh bien, Walter est arrivé au moment où Vanna venait de renoncer à la voiture dans la rue de la Fortune. Et il s'en est allé seulement après que Johnny Carson ait fait son monologue. Vous savez, ce soir-là, Johnny recevait Alan Tick et Walter ne l'aime pas beaucoup. Merci, Madame Pitts. J'en ai terminé. Merci, Madame Pitts. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle le père Alan Rooney. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis le père Alan Rooney. Père Rooney, où étiez-vous le soir du 3 mars? À l'église Saint-Sébastien, c'est là que je suis généralement tous les jeudis soirs. Je tirais les numéros. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Nous jouons au bingo tous les jeudis soirs, pour venir en aide aux sans-abri. Est-ce que Madame Pitts était là ce soir-là? Oui, elle était là. Elle a même gagné 25 $ au dernier jeu. Un peu avant 10 heures du soir. J'en ai terminé. M'excusez, Vera? Ce n'est pas votre faute, mon père. Dieu me pardonne. Ce n'est qu'un petit vaurien. Tu es un pervers, Walter. Tu as toujours été un pervers. Tu voles des sous-vêtements féminins et tu m'obliges à mentir sous le serment de Dieu. J'espère bien qu'on t'enfermera au moins 100 ans. Objection. Quelque chose à ajouter, Monsieur Malensky? Non, votre honneur.
J'ordonne une suspension d'audience de 10 minutes. Monsieur Malinsky, je suggère que vous consultiez votre client pour décider de la façon dont vous souhaitez poursuivre la procédure. J'espère que vous saurez tirer une leçon profitable de ce chapitre peu glorieux de l'histoire de la jurisprudence américaine. Je suis désolé, monsieur Malinsky. Écoutez, si vous me laissez un petit peu de temps, je vous rendrai les $500, je vous le jure. Les $500? Mais quels $500? Eh ben, les $500 qu'elle m'a donnés pour vous. Amy? Écoute, tu n'avais aucun client, alors je suis allée au poste de police et j'ai vu ce pauvre Walter qu'on allait accuser, qui avait l'air si innocent, et il n'avait pas les moyens de payer un avocat, Oui, c'est vrai. alors... J'avais déjà dépensé l'argent que j'ai volé à cette pauvre dame. Viens dehors, j'ai 2 mots à te dire. Oh, quelle écoute! Bon, comme ça tu m'achètes des Pourquoi clients. tu fais ça pour nous? Je savais pas que ça finirait Il comme n'est ça. pas question que tu m'achètes des clients. Je me fiche que tu aies de l'argent. Si j'ai du mal à m'en sortir, je me Ken, débrouille, c'est Ken, tout. Je ne veux pas... t'aime. Si j'ai fait ça, c'est simplement dans le but de t'aider. Combien d'autres clients m'as-tu acheté? J'en ai seulement payé 5 depuis qu'on a ouvert le bureau. Ça c'est fait tout. 6 clients. Et combien d'autres sont sur la liste d'attente? Je t'en prie, écoute. Oh, tiens, regarde qui est là. Ami, Ken, comment allez-vous? Eh bien, je n'ai plus une minute à moi. Ken a été fantastique. Ça ne m'étonne pas. Et ça marche, ton cabinet? Eh bien, ça dépend des jours. Moi, j'ai perdu mes 7 premières affaires au tribunal municipal, dont 2 étaient vraiment problématiques. Vous étiez là? Bon, j'ai entendu quelques bribes. Est-ce que tu as entendu parler du meurtre de Tony Franken? Ah, c'est difficile de passer à côté, on en parle partout. Je m'occupe de défendre le type qui a été arrêté. C'est lui qui a tué? Amy. Non, c'est une bonne question. Non, ce n'est pas lui. Seulement, je risque d'avoir besoin d'aide, alors si tu as le temps... Vous me flattez. On trouvera le temps. Parfait. Monsieur Mason, si Ken doit travailler sur cette affaire, est-ce qu'il pourrait être votre associé? Non, pas sur celle-là. Ne faites pas attention, elle veut si bien faire qu'elle est parfois trop ambitieuse. De quoi s'agit-il? Je voudrais que vous me fassiez un travail d'enquête. Je ne suis pas trop ambitieuse. Parfait. Dites-moi ce que je dois faire. Au théâtre, ils ont engagé quelqu'un comme veilleur de nuit, mais le soir du meurtre, il a quitté son poste pour aller voir une fiancée. Renseigne-toi sur ce type-là. Le fait qu'il ait justement choisi cette nuit-là pour s'absenter me paraît un peu trop fortuit. Eh bien, on n'a pas une minute à perdre. C'est un peu ta Della Street à toi. Il n'y a pas grand-chose qu'on sache déjà. Elles sont tous plus ou moins connues du public. Rien de plus sur Tony Franken? Mhm. Tony et Kate Ferrar avaient une aventure depuis que le spectacle a démarré. Ah bon. Tony était ce qu'on appelle un coureur de jupons, marié puis divorcé 3 fois. Il ne semblait avoir aucune attirance particulière pour les femmes mariées. Il est à noter qu'une jeune comédienne s'est suicidée après avoir été quittée par lui. Jusqu'à ce spectacle, il n'avait rien fait pendant un peu plus de 3 ans. Apparemment, les producteurs devaient tous se méfier de lui. Sauf Blaine Counter. Je me demande pourquoi. Enfin, on va faire une enquête sur ces 3 ex-femmes et les autres. On ne sait jamais. Bravo les filles, c'est excellent, merci. Bon ok, on fait une pause là. Amanda, on prend 10 minutes. Ensuite, Gavin voudrait mettre ça au point. T'as entendu? Comme vous voyez, je n'ai que 10 minutes. Est-ce que ça vous suffira? On verra bien.
Bon, bah alors, venez dans ma loge. Je peux vous confier ceci? Ah oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Ça marche alors? Oui, plutôt bien, on dirait. Mel a écrit une chanson merveilleuse et Gavin a vraiment des idées percutantes. Il y avait cet ennuyeux ballet dans le second acte et il a décidé de le sucrer et ça passe beaucoup mieux. C'est incroyable. Et Tony, ne vous manque pas? Ah, il me manque autant qu'un mal de tête. Oh, je suis désolée. Ce que je viens de vous dire doit vous paraître cruel. Tony était un personnage tout à fait abject. Quand vous avez dit que nous étions suspects, vous étiez vraiment sincère? J'ai bien peur que oui. Il ne se serait probablement jamais rien passé si Blaine était intervenu comme il aurait dû le faire. Vous voulez dire quand Tony a renvoyé Johnny? Blaine laissait Tony faire tout ce qu'il voulait, sans même lever le petit doigt. Je trouve ça pourtant étrange. Il paraît qu'une fois, il a renvoyé un chorégraphe qui aurait levé la main sur une de ses danseuses. Eh bien, c'est que Blaine a changé depuis ce jour-là. J'ai entendu dire qu'il vous a même proposé le mariage, c'est vrai? Ah oui? Oh, je ne savais pas que ma vie privée était si populaire. Oui, c'est exact. En réalité, sa femme est morte il y a plusieurs années. Et depuis, il pensait ne plus jamais se remarier. Jusqu'au jour où il m'a rencontrée. Bien sûr, c'est très flatteur. Mais j'ai dû refuser, malgré tout. Je me voyais difficilement épouser un homme avec aussi peu de poigne. Désolé d'avoir à vous poser cette question. Mais où étiez-vous la nuit où Tony a été assassiné? Oh mon Dieu. Vous pensez vraiment que j'aurais été capable de le tuer? Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Oh. Peut-être parce que vous saviez que Tony Franken avait prévu de vous remplacer dans le spectacle. On m'a dit que vous avez reçu un coup de fil de la côte qui vous a troublé. Della a téléphoné à votre impresario. Il semblait assez triste d'avoir été envoyé. Je peux vous dire aussi qu'il était très bavard. Mon ex-impresario a toujours eu la langue extrêmement bien pendue. Il a probablement dû vous dire que moi et Tony, on ne s'entendait pas très bien. En fait, personne ne s'entendait avec lui. Mais croyez-le bien, je ne l'ai pas tué. Et je sais que Johnny est innocent aussi. Je vois que vous avez l'air sûr de vous. Il y a parfois des choses dont on est sûr instinctivement. J'ai l'impression que le fait d'être remplacé serait quelque chose de très douloureux pour vous. Ce serait une véritable catastrophe, oui. Vous m'avez dit que vous étiez un de mes admirateurs. Seulement, je parie qu'il y a bien longtemps que vous ne m'avez vu sur un écran. Vous savez, cette profession est difficile. Même pour les vieux artistes de mon âge, elle est sans pitié. En vous regardant, je me dis que vous les portez merveilleusement toutes ces années. Oh, merci. Bon, écoutez, je ne veux pas vous mettre dehors, mais on va bientôt avoir besoin de moi sur scène. Appelez-moi de ces jours, je suis persuadée qu'on passera une folle soirée. Écoutez, la politique de cette agence est de respecter la vie privée de ses clients, je vous l'ai dit. Ce n'est pas sa feuille d'impôt que je veux. C'est son nom. Parker comment? J'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Très bien. Ceci est très confidentiel. Mais je vais vous donner la véritable raison de ma visite. Pendant qu'il était de service au théâtre, plusieurs acteurs ont signalé que des objets de valeur avaient été volés dans leur loge. J'ai donc quelques questions à poser à ce Parker et je suis persuadé que vous voudriez que la police sache que vous avez participé de façon active et efficace à notre enquête. Oui, je voudrais qu'elle le sache, bien sûr. Très bien. Seulement, vous ne faites pas partie de la police. Alors si vous ne sortez pas immédiatement d'ici, je l'appelle et j'aurai enfin la paix. C'est vrai. Allez, viens. Allez, au revoir. Ken, attends-moi! Très content. Monsieur Mason me demande un tout petit truc et je le rate.
Il s'appelle Parker Newton. Il a été viré de la police pour acte de violence. Il habite 552 Morgan Street, appartement 4B. Quoi? La petite secrétaire est tout à fait charmante. C'est le bulletin d'inscription de Newton. Bien joué. Bon, où est-ce que je te dépose? Nulle part, je viens avec toi. Tu viens de dire que Newton s'est fait virer pour acte de violence. Raison de plus, il vaut mieux qu'on soit deux. Je crois que le show commence à prendre forme. Le moral des troupes est remonté. Gavin a même remis une chanson que Tony avait sucrée. Le seul véritable moment de vulnérabilité d'un mandat très fort, très intense. Je vais aller droit au but, monsieur Walton. On m'a dit que vous vous êtes rendu dans la chambre de Tony au moment où on a arrêté Johnny Whitcomb. Oui, je venais livrer mon script corrigé. Je n'avais pas dormi de la nuit. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'on avait tué Tony. Et que Whitcomb était accusé. Vous parlez d'un choc. On m'a dit aussi que Tony était plutôt dur avec vous, au sujet de votre travail. Bon, monsieur Mason, je viens de la télévision, moi, là-bas tout le monde vous dit sans arrêt qu'il faut tout le temps faire mieux. Oui, c'est pas drôle, mais on finit par s'y habituer. Il voulait qu'on mette son nom sur l'affiche comme co-auteur du spectacle, ça ne vous faisait rien? Si, mais maintenant c'est râpé pour lui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hé, attention, hein? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Écoutez, monsieur Mason, si jamais Tony avait fait quelque chose dans ce goût-là, c'est à mes avocats qu'il aurait eu affaire. Ça vous aurait peut-être créé de grosses difficultés pour écrire d'autres pièces à Broadway. Excusez-moi, le lieutenant Brock a téléphoné pour toi. Plus tard, monsieur Mason. À plus tard, monsieur Walton. Qu'est-ce qu'il voulait, Brock? Ils ont convoqué Leslie Singer pour la questionner. La femme du compositeur? Washington a finalement réussi à identifier les empreintes sur le verre de Tony. Ce sont les siennes. Je te laisserai pas faire. On est là pour ça. Il fait presque 2 mètres et il pèse 100 kilos. C'est un ex-flic qui tapait sur tout le monde. J'ai seulement 2 ou 3 questions à C'est lui poser. peut-être pas à lui qu'il faut les poser. Écoute, je ne veux surtout pas mettre en doute ta Je virilité. savais que je n'aurais jamais dû t'emmener. Chérie, je veux seulement t'aider, crois-moi. Je sais que toi, comme les autres, vous me prenez pour une petite fille riche qui sort à peine du collège, mais je voudrais te prouver que je peux aussi être efficace. Tu comprends? Je voudrais participer. Écoute, je voudrais que tu me considères comme ta Della Street. Oh oui, c'est bien lui. Jolie bagnole. Dis donc, on dirait que ça fait plutôt bien le métier de vigile. Attends-moi là. Ken! N'oublie pas qu'il est violent! Compris! Excusez-moi. C'est vous, Parker Newton? Vous voulez quoi? Mon nom est Ken Malansky, je suis avocat. Félicitations, monsieur Kemelansky, mais pour l'instant, ça répond pas vraiment à ma question. Non, Ken Malansky. Oui, ça, vous l'avez déjà dit. En fait, je travaille pour un autre avocat, Perry Mason, vous en avez entendu parler. Nous défendons l'homme qui est accusé d'avoir tué Tony Franken. Et quel rapport avec moi? Je veux savoir ce que vous avez vu au théâtre cette nuit-là. Rien du tout. Comme je l'ai dit aux flics, je suis parti vers minuit. Voir votre petit ami. Drôle d'heure pour un rendez-vous. Écoutez, Cassie vend des fringues toute la journée.
Et moi, je bosse toute la nuit, alors pour se voir, c'est pas vraiment évident. Dommage que vous soyez justement sortis ce soir-là. Ah ouais. Et comment je pouvais savoir qu'un type allait se faire buter? Les 3 semaines où j'ai bossé là-bas, il est jamais rien arrivé. Où travaille votre ami? Bon, bah maintenant, on a fini de discuter. Je crois que vous avez été dans la police. Écoute, du genou, maintenant j'en ai marre de voir ta tronche. Barre-toi. Tout le plaisir était pour moi. C'est une ordure, ce mec. Je voudrais discuter avec sa copine. Elle travaille dans un magasin de vêtements. Molly? Qu'est-ce que c'est? Le magasin? C'est plus cher que je ne pensais. J'ai trouvé ça sur la banquette arrière de Newton. Et ça m'étonnerait qu'ils aient sa taille. Super. Dis-moi où puis-je te déposer? Je te l'ai déjà dit, tu ne me déposes nulle part. Que ça te plaise ou non, c'est clair. Della Street, tu te rappelles? Della Street. Tu ne tapes même pas la machine. Monsieur Mason, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'il est là-dedans. Elle va bientôt sortir, monsieur Singer. Non, Mel, je préfère. Mais j'imagine que vous voudriez savoir où j'étais quand Tony a été assassiné. En effet. Eh bien, je travaillais sur la nouvelle chanson que voulait Tony. N'ayant pas de piano dans ma chambre, j'étais obligé de travailler en bas, au bar de l'hôtel. Une partie du personnel a sûrement dû me voir, ou au moins m'entendre. Mais vous n'avez pas été contrarié que Tony vous ait obligé à réécrire une nouvelle chanson? Non. C'est mon 7e spectacle à Broadway. J'ai probablement dû écrire 2 ou 3 chansons pour une seule qu'on allait utiliser. C'est pour ça qu'on fait des auditions. Votre dernier show, c'était en 1969. Oui. Disons qu'on m'a mis sur la touche pendant une 20aine d'années. Jusqu'à ce qu'un jour, au lieu de bruit, on ait eu besoin de véritable musique. Oh, toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être sur la touche. Et un beau jour, j'ai rencontré Leslie. Mel. La nuit où on a assassiné Tony, votre femme était dans sa chambre avec lui, vous le saviez? Écoutez, monsieur Mason, je sais parfaitement pourquoi Leslie m'a épousé. Elle a épousé un vieux musicien un peu connu et qui touchera d'énormes droits d'auteur, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Et moi, je l'ai épousée parce que je l'aimais. De toute ma vie, je n'ai jamais aimé personne aussi fort. Même pas ma première femme, Dieu ait son âme. Oui, oh, je sais qu'elle m'a trompé. J'étais au courant de son aventure avec Tony. Mais je ne lui poserai pas de questions là-dessus, jamais. Voyez-vous, si je fais ça, j'aurais trop peur de la perdre. Je trouve que vous êtes quelqu'un d'assez étrange. C'est le fait de savoir qu'elle a un amant, c'est le prix qu'il faut que je paie pour que cette femme merveilleuse veuille partager ma vie au moment du crépuscule de mon existence. Je suis prêt à payer. Bon, c'est vrai, ça peut paraître insensé ce que je dis, mais c'est comme ça, c'est tout. Peu d'hommes accepteraient de vivre comme ça. Comment? Vous ne pensez tout de même pas que j'ai pu tuer Tony par jalousie? Pourquoi l'aurais-je fait? Oh, je sais parfaitement qu'il y aura d'autres Tony. Presque trop gentil pour le croire.
Quoi qu'il en soit, elle nous a pas appris grand-chose. Elle nous a seulement dit qu'on a appelé Franken en disant qu'Amanda Cody aurait tenté de se suicider, au théâtre. Et qu'il y est allé. Mais elle ignore si c'était un homme ou une femme. C'est léger pour disculper votre client, monsieur Mason. Je le crains. Quand il est arrivé chez moi, il était environ minuit 20. Et comme il a déjà dû vous le dire, on a passé la nuit tous les deux. Vous êtes sûr de l'heure? Oh, pas vraiment sûr. Il pouvait être minuit 25. C'était dans ces eaux-là, en tout cas. Pardon. Ça ira, je vous remercie. Elle m'a raconté la même histoire que lui. Mais elle avait pas l'air tranquille. Tu crois qu'elle ment? Ken, regarde. Il cherche une vendeuse. Tu rigoles ou quoi? Tu ne veux pas la réussir, cette enquête? Bien sûr que si, mais je ne veux pas que tu prennes de risques. Travailler là-dedans, ça représente aucun risque. Y aller comme client, là, d'accord? Amy, tu n'as jamais travaillé de ta vie, enfin! Amy! Je paie le salaire minimum plus 5% de commission. Vous avez une demi-heure pour déjeuner. N'utilisez pas le téléphone sauf s'il y a le feu. Pas de visite personnelle et tout retard sera retenu sur votre paie. Des questions? Non. Vous avez un peu d'expérience? Eh bien, je vais vous montrer. Valentino, collection de l'année dernière. Anne Klein. Ungaro, le fameux ensemble en soie grise. Donna Karen. Adolfo. Et encore un Valentino de cette année. Quelle merveille! Comme je vous l'ai dit, tout ce qui a pu se passer entre Tony et moi, c'est terminé. J'ai été idiote d'avoir une histoire avec lui, connaissant sa réputation. Malgré tout, il m'avait juré qu'il finirait par se stabiliser et qu'il voulait une vraie histoire d'amour. J'ai été encore plus idiote de le croire. Vous dites que tout était fini, mais j'ai entendu dire que vous lui avez proposé de boire un verre le soir de sa mort. Oui, pour lui dire que tout était réellement fini. Vous comprenez, j'avais appris qu'il était l'amant de Leslie Singer. Vous avez dit que vous étiez en train de dormir dans votre chambre à l'heure où Tony est mort. Écoutez, monsieur Mason, si vous croyez que c'est moi qui ai tué Tony, vous faites une énorme erreur. Et c'est comme si vous m'insultiez. Je peux vous dire que tuer Tony parce qu'il vous a trompé, ça revient à tuer un chien sous prétexte qu'il aboie. Il est fait pour ça, c'est tout. Et puis, il a fait beaucoup pour moi. J'ai été 9 ans chef de ballet. Et c'est la seule personne qui m'ait permis de devenir chorégraphe. Votre fille doit avoir à peu près 1 an à présent. Où est-elle? Elle reste chez ma mère quand je pars en tournée. Pourquoi cette question? Tony était son père. Qui vous a dit que Tony était son père? L'aveu de paternité que vous avez rempli il y a 6 mois et que vous avez abandonné soudainement. C'était avant ou après que Tony vous ait proposé ce spectacle? Maintenant, ça suffit. Vous savez tout ce que vous pourrez tirer de moi. Cassie est une fille charmante, mais elle est obligée de travailler pour cette sorcière. C'est comme si on était de vieilles amies. Je lui parle de nous et elle me parle d'eux. Tu parles de nous à tout le monde? Tu voulais que j'obtienne des renseignements, non? C'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit des tas de choses. Quoi, par exemple? Que quelquefois, elle a peur de Newton, qu'il déteste les brocolis, qu'il va dans une salle de gym tous les jours, qu'il ne cherche même pas un autre travail, alors qu'il n'arrête pas de lui parler, de l'épouser. Il cherche peut-être pas de travail, mais il s'est payé une corvette. J'aimerais voir son compte en banque. Ça doit être intéressant.
c'est ensuite que j'ai trouvé l'arme soigneusement cachée dans le minibar de la chambre d'hôtel de l'accusé. Lieutenant, maintenant je vais vous montrer la pièce à conviction numéro 9, un revolver que le lieutenant Maxwell de vos services de balistique a identifié comme étant l'arme du crime. Est-ce bien celle que vous avez trouvée dans la chambre d'hôtel? Oui, c'est celle-là, il y a encore ma marque. Est-ce qu'il y avait des empreintes digitales dessus? Non, parce que Whitcomb devait sûrement porter des gants. Objection. Proposition formulée gratuitement sans le moindre fondement. Accepté. La réponse fournie par le témoin et reportée dans le dossier est non. Lieutenant Brock, la première fois que vous vous êtes introduit dans la chambre de l'accusé, la porte était-elle verrouillée? Elle était fermée, oui. On a dû utiliser le passe-partout du directeur de l'hôtel. C'est le genre de porte qui se verrouille automatiquement quand on est fermée. Dans ce cas, cela veut dire que la personne qui a caché l'arme du crime dans la chambre de l'accusé A eu besoin d'une clé pour entrer. Merci, lieutenant, j'ai terminé. Monsieur Mason? Pas de question, votre honneur. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, moi, je suis avocat. Ah ouais? Oui. Je crois qu'il y a pas mal d'avocats qui feraient bien de fréquenter les salles de gym. Mais ils passent leur temps dans leur fauteuil. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Dites-moi, il y a des avocats qui viennent s'entraîner chez vous? Non. Mais venez là tout de suite, je vous fais un essai gratuit. D'accord, mais je n'ai pas mes affaires. Eh ben, on va vous en prêter. Eh, Willy, vous allez voir le matériel qu'on a. Les autres salles de gym en sont malades. Tiens, Willy, prête à Monsieur Malensky des affaires. Mon nom est Malensky. Prête à Monsieur Malensky des affaires pour travailler. Ouais, suivez-moi. Alors, à tout à l'heure. Oui. Et puis, Johnny a sauté sur Tony et ils ont commencé à se battre avant qu'on arrive à les séparer. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que l'accusé a dit à Monsieur Franken ensuite? Objection. Ça ne repose sur rien. Et le témoin est influencé. Je retire ma question. Monsieur Canter, est-ce que l'accusé a dit quelque chose une fois que vous l'avez séparé de Monsieur Franken? Bien, il était très en colère et je suis sûr qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit. Répondez à la question, s'il vous plaît. Il a dit, je cite, « Espèce d'ordure, tu mériterais qu'on te fasse la peau. » Et que s'est-il passé? Eh bien, Tony a demandé à Johnny si c'est lui qui allait le faire et Johnny a répondu oui, pourquoi pas. Bien, j'ai terminé. Monsieur Mason? Monsieur Canter, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu quand Franken a renvoyé l'accusé? Je l'ai fait, je lui ai même dit que Johnny était un formidable régisseur. Mais c'est vous le producteur. Vous auriez donc pu facilement vous opposer à une décision si arbitraire. C'est vrai, oui, c'est moi le producteur, seulement, en général, c'est le metteur en scène qui a le pouvoir d'engager ou de renvoyer le personnel du spectacle, et j'estimais que ce n'était pas à moi d'intervenir. Tony Franken avait l'intention de remplacer Amanda Cody dans votre show, n'est-ce pas? J'ai entendu des rumeurs là-dessus. Et si ça avait eu lieu, vous vous seriez opposé à cette décision? Objection, hypothétique et hors de propos. Accepté. Monsieur Canter, est-ce que vous pourriez nous parler de la façon dont la victime, Tony Franken, traitait habituellement le talent de création? Objection, cette question est hors de propos. Votre honneur, j'essaie seulement de découvrir les raisons qui auraient pu pousser les membres de la troupe, autres que Johnny Whitcomb, à commettre le meurtre de leur metteur en scène, Tony Franken. J'autorise le témoin à répondre à la question, mais je vous préviens, monsieur Mason, n'oubliez pas qu'il y a certaines limites que vous ne devez en aucun cas dépasser. Merci, votre honneur. Monsieur Canter, je vous écoute. Eh bien, Tony était brutal. C'était un metteur en scène formidable, seulement il était amer et il était odieux avec tous ses collaborateurs. Je n'ai plus d'autres questions à poser aux témoins. Mais je demande le droit de le rappeler si besoin est. Pas de question, votre honneur. Le témoin peut aller se rasseoir sous réserve d'être rappelé. Hey, Newton, t'es un accro de la muscu, toi. Tu crois que je veux un gros bide comme le tien? Très bien, on verra bien qui se dégonfle le premier.
Oui. Excuse-moi de te déranger, j'ai fait une grosse bêtise. En me déshabillant, j'ai perdu la clé de mon casier. T'en fais pas, c'est lequel? Merci, c'est celui-là. Voilà, celui-là. Ok, merci, à tout à l'heure. Tu sais ce qu'on vient de recevoir? Un vélo d'entraînement avec carrément un ordinateur. Avec ça, tu sais combien il te reste de jours à vivre. Et où est-ce que tu trouves le pognon? Tu braques des petites vieilles dans la rue ou quoi? Tu rigoles, les inscriptions ont augmenté de 20% depuis le mois dernier. J'ai même un avocat depuis aujourd'hui. Tiens, il faut que je voie d'ailleurs. Malansky! Ah, il est déjà parti. On va pas pouvoir leur tenir longtemps, vous feriez bien de filer. C'est bien ici, Harry, mais finalement, je sais pas si je vais m'inscrire. Toi, t'as intérêt à te cacher, parce que je vais te casser en deux! Monsieur Mason! Comment ça va? Très bien, merci. Le juge nous a autorisé à faire passer la victime en jugement. J'ai entendu dire que Tony Franken se faisait des ennemis comme on se fait des amis. C'est bien ce que je veux démontrer. Moi aussi, j'ai eu une bonne journée. Regardez, c'est le carnet de chèques de Parker Newton, l'agent de la sécurité. Récemment, il a fait 2 dépôts de 25 000 $ chacun. Le premier a été fait après qu'on ait tué Franken. Le second dépôt date d'hier. Bien joué. C'est une paie qu'il a dû recevoir. Et on vient de tomber dessus. On tient l'assassin. Il faut qu'on en parle à Newton. De façon officielle. Tiens. Tu vas aller au bureau du greffier et tu fileras directement. Newton? Newton. Super. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle l'index. Je rentre toutes mes notes et les informations que j'ai pu tirer selon le nom de l'affaire, du moins en ce qui concerne les affaires de ces 2 dernières années. Ah, évidemment, si tu veux toutes les affaires que j'ai rentrées là-dedans, je risque d'y passer au moins 2 siècles. Tu vois, d'ici là, j'ai bien peur que les ordinateurs soient dépassés. Ils finiront par nous greffer des puces dans tout le cerveau pour remplacer les machines. Ils devront en faire autant pour soigner mon genou. Ça viendra. Quoi d'autre? Voyons. 2 des ex-femmes de Tony Franken se sont rencontrées et habitent maintenant à New York. La 3e dessine des costumes à Londres. Tiens, si ça t'intéresse, il y a aussi un photostat de cette jeune actrice qui s'est suicidée. Elle s'appelait Vanessa Grant. Elle a laissé un message disant qu'elle était enceinte et qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre avec Tony. Évidemment, il a nié toute l'histoire. Un vrai gentleman. Tiens, jette aussi un coup d'œil là-dessus. Blaine Counter, sa femme est décédée il y a 4 ans environ. Et il y a une enquête menée par un coroner. Cancer, trop forte absorption somnifère, auto-administrée. Et aucune accusation n'a été portée. Non. Ah,
C'est pas tout. Tiens, regarde, la note d'hôtel de James Walton, datée d'hier. Il y a des frais intéressants là-dessus, non? Je vois, oui. Écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire à ta machine tout ce que tu m'as dit. Je n'en ai pas pour longtemps. Ah oui. Si jamais ton ordinateur te révèle le nom du meurtrier, essaie de ne pas oublier de le rentrer aussi. Ah, Monsieur Mason, qu'est-ce qui vous amène? Vous avez quelques minutes? Oui, bien sûr. Entrez. Un peu de café? Non, merci, non. Je ne voudrais pas vous interrompre dans votre travail. Oh, je viens à peine de commencer. C'est le pilote d'une série pour la télévision. Vous ne travaillez pas sur Polly? Polly? Oh non! Depuis que j'ai réécrit ce que m'a demandé Tony, tout est dans la boîte maintenant. Dieu merci. J'ai quelque chose à vous montrer, Monsieur Walton. Une copie de mon note d'hôtel? Je me demandais pourquoi vous envoyez une douzaine de roses tous les soirs à Kate Ferrard depuis le début des répétitions. C'est pour ça que vous êtes passé? Eh bien, ces fleurs sont en fait une promesse que j'ai faite à Kate. Voyez-vous, au départ, on voulait que Kate ne soit que première danseuse. Elle voulait pas. Je lui ai promis que si elle acceptait, je lui enverrais une douzaine de roses tous les soirs. Et elle a accepté quand Tony lui a proposé d'assurer la chorégraphie. Moi, du coup, j'étais obligé de tenir ma promesse. Et est-ce que ça ne serait pas la preuve d'une relation un peu plus que professionnelle? Ah, vous m'avez eu. Un peu plus, oui. Comme on dit dans les romans, j'étais épris d'elle. Elle avait une aventure avec Tony, pourtant, non? Que vous pensez que j'ai tué Tony parce que j'étais jaloux? Monsieur Walton, il y a des gens qui tuent pour beaucoup moins que ça. Oh. Monsieur Mason, il me semble que vous faites fausse route. Tout était fini entre Tony et Kate. Au moment où il a été tué, il était l'amant de Leslie Singer. Alors le seul qui aurait pu être jaloux, c'est Mel Singer. Pas moi. Apparemment, Monsieur Singer avait ses problèmes. Mais j'ai l'impression que vous aussi. Et je continue à vous considérer tous les deux comme suspects. Au revoir et merci, Monsieur Walton. Mais qu'est-ce que... Tu vois ça? C'est une convocation pour témoigner au procès de Johnny Whitcomb demain. Alors à demain. Tony était particulièrement grossier. Et tout d'un coup, Johnny s'est emporté. Mais il est clair que ses paroles ont dépassé sa pensée lorsqu'il a dit qu'il allait tuer Tony. C'est le genre de choses qu'on dit sous le coup de la colère. Tony a toujours eu le don de mettre les gens hors d'eux-mêmes. Je crois surtout qu'il aimait ça. Vous connaissiez Johnny Whitcomb? Et de ce fait, j'aimerais que vous me disiez si, selon vous, il est possible qu'il ait pu commettre avec préméditation le meurtre de Tony Franken. Johnny est parfaitement incapable de commettre un meurtre, quel qu'il soit. Merci, mademoiselle Cody. Je n'ai aucune question. Vous pouvez regagner votre place. Attendez. Écoutez, je sais que Johnny n'a pas tué Tony parce que j'étais avec lui durant toute la nuit. Pourquoi ne pas nous avoir dit ça plus tôt? Parce que j'ai menti à la police. Je leur aurais dit que je me trouvais dans ma chambre et que je dormais. En fait, je ne pensais pas que ça irait si loin. Et que faisiez-vous dans la chambre de l'accusé, mademoiselle Cody? Je me faisais du mauvais sang parce que Tony l'avait renvoyé. Et je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis allée dans sa chambre aux environs de 2h15.
Il était allongé sur son lit, il dormait. Et je suis restée avec lui pratiquement jusqu'à l'aube. Vous voyez, il n'aurait pas pu être au théâtre et tuer Tony. Comment êtes-vous entré dans la chambre de l'accusé? Il m'avait donné une clé. Et comment expliquez-vous que dans la déposition qu'il a faite à la police, l'accusé a déclaré qu'il n'était pas rentré à son hôtel avant environ 3 heures du matin? Entendu. Je vais tout vous avouer. Je vais vous dire pourquoi Johnny n'a pas pu tuer Tony Franken. C'est tout simplement parce que c'est moi-même qui l'ai tué. Et avec quelle sorte de revolver avez-vous assassiné Tony Franken? C'est celui-là. Mademoiselle Cody, voilà, nous allons laisser ce revolver en évidence là, sur cette table. Vous allez l'observer attentivement et ensuite, vous allez nous dire de quelle sorte d'arme il s'agit au juste. Je ne sais pas, ça n'est qu'un revolver. Où voulez-vous procurer? Dans une armurerie à Los Angeles. Ça fait longtemps que je l'ai. Vous savez que c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Il est possible qu'on me l'ait donné. Je ne sais plus. Il me reste une question. Seulement une. Mademoiselle Cody, est-il vrai que Johnny Whitcomb est votre fils? Oui. Nous nous étions arrangés pour que ça reste secret. Sans doute parce que je ne voulais pas que mon public sache que j'étais assez âgée pour avoir un fils aussi grand. C'était stupide de ma part. Mais en revanche, ça nous permet de comprendre le comportement que vous avez eu. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Mademoiselle Cody, vous n'avez donc pas tué Monsieur Franken? Non, mais je voulais l'aider. Il est innocent. Et tous ces gens sont persuadés du contraire. Écoutez, Mademoiselle Cody, nous comprenons que vous aimiez votre fils, mais ce n'est pas comme ça que vous l'aiderez. Je vous demande de regagner votre place maintenant. C'est au procureur de décider si oui ou non vous serez inculpé de faux témoignages. Votre honneur, le bureau du procureur n'a aucun intérêt à ouvrir une procédure d'inculpation contre ce témoin. Non. Non, mais tu te rends compte? Elle demande $1400 pour ça. Si mon copain voulait me l'acheter, faudrait qu'il bosse à mort. Et ton copain, toi, lui, il aurait les moyens de te payer ça? Ah oui, tu parles. Il faut que je te parle. Excuse-moi. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On quitte la ville ce soir. Qu'est-ce que t'as encore fait? Rien, mais ça commence sérieusement à sentir le roussi. T'as recommencé à déconner. C'est pas le moment de discuter. Tu rentres, tu fais tes bagages et je passe te prendre à 6 heures. Mais il est même pas 5 Écoute, tu heures. fais ce que je te dis, ok? Écoutez, c'est très urgent, il faut que je parte tout de suite. Vous ne pouvez pas partir maintenant. La fermeture, c'est dans 1 demi-heure. Je sais, mais... Enfin, j'y peux rien. Je suis désolée, c'est... Bon, à plus tard. Oh non, pas question. Vous êtes renvoyé. Je peux savoir ce que vous faites? C'est une bonne question, je téléphone. Primo, je vous prierai de me parler mieux que ça. Secondo, je vous l'ai dit, pas d'appel personnel. Si vous voulez mon avis, vous avez un sérieux problème de comportement. Et vous pratiquez des prix obscènes. Vous êtes au bureau de M. Ken Malensky, il n'y a personne, blablabla, numéro, vous rappellera dès son retour. Merci, mais... Ken, où es-tu? Il faut que je te joigne immédiatement. Ah, écoute, Newton quitte la ville, il doit passer prendre Cassie chez elle à 6 heures. Ah, il ne reste plus que 3 quarts d'heure. Bon, alors écoute.
Elle habite dans l'immeuble Aspen sur la 21e. Je t'aime, fais bien attention à toi. Bisous. Monsieur Carter, vous aviez déjà travaillé avec Tony Franken, je crois. Oui, il y a 4 ans. Je crois aussi qu'à cette époque, votre femme était déjà très malade. Hein? Oui, un cancer. Et lorsqu'elle a su que son cancer était inopérable, vous avez voulu l'aider, non? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le meurtre de Franken? Monsieur Carter, je suis navré d'avoir à vous poser des questions à propos de cet épisode très douloureux de votre vie. Mais je pense que tout cela a un rapport avec l'affaire de mon client. Votre honneur, il n'a pas le droit... Répondez à la question. Quand ma femme a su que le cancer était inopérable, elle m'a fait promettre de l'aider, mais c'était son idée. L'aider de quelle façon, monsieur Carter? Eh bien, l'aider à abréger ses souffrances si ça devenait trop pénible pour elle. Et en fin de compte, c'est devenu vraiment trop pénible pour elle, n'est-ce pas? Oui. Vous avez donc demandé à Tony Franken de vous procurer une boîte de somnifères. J'ai une objection à faire. Monsieur Mason semble faire le procès d'une autre affaire. Votre honneur, comme je l'ai dit, notre défense est basée sur le fait qu'une personne autre que l'accusé a tué Tony Franken. J'ai bien l'intention de continuer à défendre mon client avec des bases solides. Objection rejetée. Continuez. Donc, vous êtes allé chez Tony pour les somnifères. Sans ordonnance, je ne savais pas comment les avoir autrement. Je savais que Tony prenait souvent ce genre de choses. Donc, ensuite, enfin, en disant ça, je sais bien que je risque d'avoir des problèmes, mais il est temps que je vide mon sac maintenant. Donc, Tony m'a donné les pilules. Je les ai apportées à ma femme. Elle a décidé de les prendre. Ce que j'ai fait, je ne pense pas vraiment que je le regrette, parce qu'elle souffrait terriblement. Ensuite, évidemment, tout le monde a cru qu'elle s'était suicidée, qu'elle avait agi seule. Tout le monde sauf Tony. Et c'est pour ça que vous l'avez engagé pour diriger le spectacle alors que personne ne voulait de lui. Lorsqu'il a appris que j'allais monter Polly, il a dit que si je ne l'engageais pas, il s'arrangerait pour révéler l'histoire au public. Et ensuite, il a continué d'utiliser cette menace contre vous. Chaque fois qu'il le pouvait, oui. C'est pour ça que je n'ai pas bougé quand il a renvoyé Johnny. Et vous n'aviez aucun moyen de savoir combien de temps il pourrait encore continuer à exercer ce genre de pouvoir sur vous? Non. Et vous étiez au courant du fait qu'il avait l'intention de renvoyer Amanda Cody, une femme que vous vouliez épouser? Oui. Monsieur Carter, seriez-vous prêt à dire que vous aviez un mobile parfaitement valable pour tuer Tony? Je dirais que jamais une mort ne m'a fait autant plaisir que la sienne. Au moment du meurtre, je crois que vous étiez seul, en train de travailler dans votre chambre d'hôtel. Oui. Mais cela ne vous aurait posé aucun problème de quitter discrètement votre hôtel et de revenir sans être vu par qui que ce soit? Probablement, mais je n'ai pas quitté ma chambre. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de témoin pour le confirmer. Monsieur Mason, je me souviens que vous nous avez dit que vous considériez certains d'entre nous comme des suspects. J'ai donc jugé préférable de me protéger. Un de mes actionnaires m'a appelé d'Honolulu ce soir-là. Il voulait savoir comment le spectacle marchait. La semaine dernière, je lui ai demandé de m'envoyer une copie de sa facture de téléphone. Il m'a envoyé ceci. Il apparaît dessus un appel à longue distance de M. McQueen directement dans ma chambre, précisément le soir du meurtre. Vous pouvez voir également, compte tenu du décalage horaire, que nous avons parlé de 2h15 du matin à 2h39. M. McQueen pourra vous confirmer que nous étions en conversation à cette heure-ci. Ce sera tout, votre honneur. Mademoiselle Auguste. Aucune question. Merci, monsieur Canter. Vous pouvez regagner votre place.
C'est vrai, tu quittes la ville? Oui. Oh, mais comment je vais me débrouiller, moi, sans toi? Allez, viens quand même me dire au revoir. Vous pourriez déplacer votre voiture? Donne-moi ton adresse, comme ça je viendrai te voir. On n'a pas d'adresse, alors bougez votre voiture. Oui, 2 secondes. Tout de suite! Mais c'est pas la peine de crier comme ça va? Ta gueule! Il est encore en vie? Mais à peine. Bon, j'appelle une ambulance. Non! C'était du gâteau. C'est fini. Lucie, vous étiez avec Parker cette nuit-là. Il faut dire la vérité maintenant. Il m'avait dit de dire que j'étais avec lui cette nuit-là. C'est lui qui a tué Tony Franken? Non. Mais il sait qui c'est. Comment est-ce qu'il le sait? Il a, en quelque sorte, surpris l'assassin au théâtre, je crois. Le type lui a promis de l'argent pour qu'il se taise. Parker a reçu l'argent, 50 000 $. Il a même essayé d'en avoir plus. Le type qui était-ce, Cassie? Je sais rien, il n'a pas voulu me le dire. C'était un homme, vous êtes sûr? Je suis même pas sûre. Merci, Cassie. J'en ai tiré ce que j'ai pu. C'est plutôt léger. J'ose espérer que tu n'auras jamais une affaire où tu sais que ton client est innocent. Et apparemment aucun moyen pour le prouver. Que disent les médecins à propos de Newton? Qu'il est très mal en point. Sans lui, on ne peut pas faire grand-chose. Sans lui, on ne peut rien faire du tout. On devrait déjà avoir des nouvelles de l'hôpital. Je suis sûre que Ken nous appellera dès que Newton pourra parler. Tu ne crois pas qu'il serait temps que tu ailles au tribunal? C'est encore une bonne demi-heure. Perry, depuis le temps que tu consultes ces dossiers, tu vas les connaître par cœur. Je n'ai jamais eu aussi peu de temps sur une affaire que sur celle-là. Alors que pour moi, il est absolument évident que mon client est innocent. Le pire, c'est de savoir que malgré tout, je suis impuissant. Si seulement je n'avais pas pris ces sédatifs. Je vais ouvrir. Ah, c'est vous, Ken, entrez. Je suis navré, monsieur Mason. Newton est mort il y a 20 minutes. Est-ce qu'il avait repris connaissance? Non, Brock a laissé quelqu'un près de lui toute la nuit. Son ami a très mal encaissé le choc, mais je crois que ça va aller. Mais... Ah, ça y est. Quoi? Vous savez qui c'est? Ken, tu vas faire quelque chose pour moi aussi vite que tu peux et je veux te voir au tribunal dans 45 minutes. Tu téléphones à qui? À Brock. Je veux qu'il me contacte le chef de la sécurité de l'hôtel. Passez-moi le lieutenant Brock, s'il vous plaît. Allô, Brock? Monsieur Mason, nous vous attendons.
J'ai réussi à joindre le syndicat des acteurs. En fait, c'est toi qui avais raison. Il y a un problème, monsieur Mason? La défense appelle James Walton. Tu as des nouvelles de Ken? Non, pas encore. Jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Monsieur Walton, vous êtes l'auteur de la comédie musicale Polly. Oui, oui. Comment vous entendiez-vous avec Tony Franken? Comme la plupart des gens, c'était quelqu'un qu'on avait du mal à aimer. Chez Carpenter a déclaré que Franken était souvent extrêmement dur lorsque il faisait des critiques au sujet de votre travail. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça vous contrariait, n'est-ce pas? Évidemment. Et ça faisait partie de sa façon d'être. Est-ce que le fait qu'il ait exigé de co-signer le livret du spectacle faisait aussi partie de sa façon d'être? Objection, c'est hors de propos. Je suis d'accord, objection retenue. Essayez de trouver des arguments qui soient dans le contexte, monsieur Mason. Entendu. Monsieur Walton, quel est le numéro de votre chambre? La chambre 611. Je voudrais rappeler à la Cour que le lieutenant Brock a déjà déclaré que le numéro de la chambre de l'accusé est le 511. Monsieur Walton, y a-t-il un escalier de secours à l'extérieur de votre chambre? En fait, je n'en suis pas sûr, mais c'est possible. Moi, je peux vous dire qu'il y en a un. Tout comme il y en a un à l'extérieur de la chambre de mon client, tout comme il y en a un également à l'extérieur de toutes les chambres de l'hôtel dont le numéro finit par 11. Objection, hors de propos. Votre honneur, j'essaie seulement de démontrer que la chambre de monsieur Walton est située exactement au-dessus de celle de l'accusé. Et que, de ce fait, monsieur Walton pouvait facilement, grâce à cet escalier de secours, accéder à la chambre de l'accusé. C'est en effet un point intéressant. Mais que voulez-vous démontrer? Je veux démontrer que monsieur Walton aurait en fait pu emprunter cet escalier de service pendant que l'accusé n'était pas dans sa chambre. Cacher le revolver quelque part dans cette chambre et de la même façon refaire le chemin à l'envers. Objection rejetée. Monsieur Walton, avez-vous tué Tony Franken et dissimulé l'arme du crime dans la chambre de Johnny Whitcomb après le meurtre? Je n'avais jamais vu l'arme du crime jusqu'à aujourd'hui, alors c'est pas... Non, je n'ai pas tué Tony Franken. J'étais dans ma chambre toute la nuit, je réécrivais ce que Tony m'avait demandé. Monsieur Walton, d'après ce que j'ai entendu dire, à la télévision, les auteurs sont jugés sur leur vitesse de travail. Vous ne pensez pas que vous auriez pu finir votre travail plus tôt que vous nous l'avez dit, suffisamment tôt pour attirer Tony Franken au théâtre et l'assassiner? Objection, le témoin a déjà nié avoir commis le meurtre de Tony Franken. Objection retenue. Monsieur Mason, j'ai déjà fait preuve de beaucoup de patience en ce qui concerne les questions que vous posez. Je vous en remercie, votre honneur. Mais je vous demanderai soit d'interroger le témoin de façon plus rationnelle, soit d'en rester là. Je voudrais que vous m'accordiez un moment pour m'entretenir avec mon associé. Accordé. Mais je vous rappelle, monsieur Mason, que le mot « moment » a une définition bien précise. Votre associé? Oui, mon associé. Désolé pour le retard, mais le chef de la sécurité n'y a pas mis du sien. Ça ne fait rien, on va pouvoir commencer. Voilà, nous sommes prêts, votre honneur. Eh bien, allez-y. Monsieur Walton, lorsque vous écrivez, vous utilisez un traitement de texte? Vous le savez bien, vous m'avez vu travailler. Est-ce que le programme que vous utilisez met l'heure et la date sur chaque fichier? Je ne sais pas, c'est possible, oui. Je n'ai jamais fait attention. À mon avis, vous auriez dû. Est-ce que vous sauriez nous dire ce que c'est? Un listing de l'index de tous mes fichiers. Il y a exactement 13 fichiers selon l'index que vous êtes constitué. Après chaque fichier,
il y a 1 heure et une date indiquant la dernière fois qu'on a travaillé sur ces fichiers. Est-ce vrai? C'est comme ça que ça marche. Et ici, après le fichier intitulé Polly, il y a une date. La même date que celle du meurtre de Tony Franken. Quelle est l'heure indiquée dessus? 1h37 du matin. Et dites-moi, il était tôt quand vous avez arrêté de travailler. Il était suffisamment tôt pour que vous ayez le temps de vous rendre au théâtre et de tuer Tony Franken. C'est bien ça la vérité, non? Objection, cette question a déjà été posée. Objection retenue. Vous comptez vous arrêter là, monsieur Mason? Non, votre honneur, j'ai l'intention d'aller beaucoup plus loin. Monsieur Walton a effectivement tué Tony Franken. Monsieur, il est dingue. Quel mobile j'aurais pu avoir? Oui, ça, j'avoue que ça m'a posé un problème. Enfin, jusqu'à ce que je vienne vous rendre une petite visite dans votre chambre. Oui, écoutez, c'était mon tout premier spectacle à Broadway. Alors franchement, pourquoi j'aurais tué le metteur en scène qui allait le présenter et en faire un succès qui me rapporterait une fortune? Effectivement, monsieur Walton. Non. Vous n'auriez pas tué un homme pareil. Mais vous auriez tué un homme qui était responsable de la mort de votre sœur. Monsieur Walton, pourriez-vous identifier les gens qui se trouvent sur cette photo? Mais il y a moi, ma sœur et mes parents. Merci, mais attendez, ce n'est pas tout. À présent, voilà une photocopie d'un article du New York Examiner, et cet article est accompagné de la photo d'une jeune femme. Lisez-moi le titre de cet article. Le suicide dramatique d'une actrice. Cette jeune actrice, c'était Vanessa Grant, et Vanessa Grant s'appelait en réalité Edith Walton. Et Edith Walton était en réalité votre sœur, n'est-ce pas? C'est la vérité, oui. À présent, je vais vous montrer la pièce à conviction numéro 9. Identifiée comme étant l'arme du crime. Vous la reconnaissez, n'est-ce pas? Non. Oh. Tenez, prenez-la. Alors, vous la reconnaissez? Non. Votre honneur, si vous le permettez, le témoin va regagner sa place sous réserve d'être rappelé. Et j'appelle M. Parker Newton à la barre. Je vais le chercher. Il attend dans le couloir. Non! Je vous repose la question, M. Walton. Vous souvenez-vous avoir déjà vu ce revolver? C'est le revolver. C'est celui qu'on sera utilisé pour se suicider. Et vous vous êtes dit que ce serait une justice quelque peu ironique si vous utilisiez cette arme, la même arme, pour tuer Tony Franken, c'est ça, n'est-ce pas? Il a fallu que j'attende très longtemps pour tuer cette tortue. Je ne regrette pas de l'avoir tué. Je regrette seulement que Johnny ait eu à souffrir de tout ça. Votre honneur, la défense se prononce pour le non-lieu en faveur de M. Whitcomb. L'État n'a rien à objecter. La requête est accordée, que l'accusé soit immédiatement remis en liberté. La Cour décide que le sieur Walton est en état d'arrestation. La séance est levée.
Je vous adore, Perry. Et maintenant? Oh, mais les choses ne font que commencer. On m'a proposé de tourner dans le film tiré de notre pièce. J'ai décidé d'accepter, à la condition que Johnny dirige. Mais pourquoi pas? Il sera sûrement très bien. Amanda et... Maman. Maman. Perry, je ne sais pas quoi vous dire. Ne dites rien. Oh, bah, j'espère qu'on se verra à la réception après le spectacle. Avec plaisir, oui. Mademoiselle Cody, je crois qu'il y a des gens de la presse un peu partout, alors si vous le voulez, vous pouvez passer par mon bureau, il y a une autre sortie. Ah, merci, votre honneur. C'est gentil. Johnny? Maman. Je vous remercie de m'avoir nommé votre associé. Non. C'est moi qui te remercie. On recommencera. Tu verras, dans un avenir très proche. Et dans notre avenir à nous, on ira faire du patin à glace comme tu m'as promis. On ira. C'est pour le dégeler qu'elle a dit ça.